sommes heureux de vous accueillir dans cette session consacrée aux médicaments de thérapie innovante, donc aux cellules CAR, donc CAR-T-cell, mais pas que. Et nous allons accueillir en tant que première intervenante le docteur Capucine Grandjean, qui est chargé de recherche à l'INSERM, dans un laboratoire intitulé Dynamique de la réponse immunitaire à l'Institut Pasteur. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Capucine Grandjean, chargée de recherche. On est une équipe INSERM basée à l'Institut Pasteur. Et aujourd'hui, on va parler des CAR macrophages. Donc, on m'a fait part de la diversité d'expertise de cette audience. Donc, j'ai essayé d'adapter ma présentation. Je suis totalement partante pour aussi avoir des questions beaucoup plus spécifiques. Si on revient un peu sur l'histoire de la thérapie antitumorale, on peut imaginer que pendant... il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, on avait vraiment cette idée qu'il fallait tuer la cellule tumorale de façon vraiment spécifique à la tumeur. C'est comme ça qu'on a fait les radiothérapies, les chimiothérapies. On se concentrait vraiment que sur cette cellule. Et puis, au fur et à mesure où on a eu des projets de recherche de plus en plus complexes, on s'est rendu compte qu'en fait, la tumeur, c'était un environnement très complexe, avec beaucoup de différents types de cellules à l'intérieur, notamment des cellules immunitaires, mais pas que, des cellules stromales qui sont absentes de ce schéma, des vaisseaux sanguins. Et en fait, on s'est posé cette question, pourquoi le système immunitaire n'est plus réactif? Et on s'est rendu compte qu'il était souvent anergique, c'est-à-dire inhibé par cette présence perpétuelle et cette stimulation perpétuelle des cellules tumorales. Et donc, de là est née cette idée que peut-être on pourrait réveiller ce système immunitaire, le stimuler afin d'éliminer les cellules tumorales. Et donc, peut-être que les prémices de cette immunothérapie, ça a été évidemment les allogreffes. On a aussi fait des anticorps déplétants. Peut-être que vous avez entendu parler du rituximab, un anti-CD20. Donc, il va guider les cellules immunitaires afin d'éliminer les tumeurs. On a aussi eu les inhibiteurs de checkpoint, donc les anti-PD1, les anti-CTLA4, qui viennent, eux, targeter, reconnaître des protéines exprimées par les cellules immunitaires quand elles sont inhibées, afin de les réveiller. Et ça a été vraiment des thérapies qui ont changé la manière de traiter ces patients. Et puis, plus récemment, il y a une petite dizaine d'années, on a eu les thérapies cellulaires et notamment les cellules CAR-T, dont je suis sûre que vous avez entendu parler. Et donc, vu que je suis la première intervenante, je me suis permis de faire un petit résumé des cellules CAR-T, puisqu'il me sera utile pour le reste de la présentation. Donc, les cellules CAR-T, c'est des cellules qui expriment un CAR. Et un CAR, qu'est-ce que c'est? C'est la portion de reconnaissance d'un anticorps fusionnée à une portion intracellulaire d'un complexe de cellules T. Et donc, ça nous permet d'avoir la grande spécificité d'un anticorps conjugué à ce signal qui va être délivré au lymphocyte T. Ce CAR, c'est un récepteur qui est synthétique, qui n'existe pas réellement. Il va être... en fait, les cellules du patient vont être prélevées et transduites avec ce CAR. Elles vont ensuite être expanded, enfin, elles vont proliférer dans le laboratoire et on va le réinjecter à ce patient. C'est une thérapie qui est personnalisée puisque ces cellules ne seront jamais injectées à d'autres patients. C'est une thérapie aussi très coûteuse, mais qui, je dois dire, a vraiment transformé la manière dont on approche l'immunothérapie et la clinique. Elle a vraiment eu des résultats bluffant dans les premiers temps, dans les cancers qu'on va classifier assez vulgairement de cancers liquides, donc tous les cancers du sang, les lymphomes, les leucémies. Et évidemment, on a voulu transférer cette thérapie si innovante vers les cancers dits solides. Donc ça, c'est vraiment la majorité des cancers. Cancer du sein, du côlon, tous les autres cancers, en fait, qui sont la majorité des cancers qu'on a. Et malheureusement, dans ce contexte-là, elles ont été relativement décevantes. Elles n'ont pas fonctionné aussi bien que dans les lymphomes et les leucémies. Et les différentes études ont montré que c'était principalement dû à 2-3 raisons. Donc, par exemple, la perte d'antigène tumoral, c'est-à-dire cette tumeur va muter et n'exprimera plus la protéine nécessaire à la reconnaissance. Ça sera aussi un épuisement de ces lymphocytes T, de ces CAR-T, qui ne seront plus capables de tuer la tumeur. Ils seront là, mais ils ne tueront plus. Et en fait, dans pas mal de cas, c'est l'inaccessibilité des CAR-T dans la tumeur solide. C'est-à-dire qu'ils n'arriveront pas à pénétrer cette tumeur solide, qui est quand même un environnement très compact, très dense. Voilà. Et donc, évidemment, de là est née l'idée,
est-ce que cette technologie si innovante qui est le CAR pourrait être transférée à d'autres cellules du système immunitaire et peut-être d'autres cellules qui, elles, n'ont pas de difficulté à rentrer et à infiltrer la tumeur. Et donc, les macrophages sont des cellules qui, elles, sont assez abondantes dans les tumeurs solides. C'est vraiment un dénominateur commun de toutes ces tumeurs. En plus, ils ont cette capacité très plastique. Ils peuvent être pro-tumoraux et anti-tumoraux. Et de cette idée, enfin de cette observation est née l'idée qu'on pourrait peut-être les reprogrammer afin qu'ils soient tous anti-tumoraux et de les cibler, pour que dans un deuxième temps, ils puissent recruter une réponse immunitaire robuste et ainsi mener à une régression tumorale. Donc, comment on peut cibler les macrophages ? Il y a plein de techniques différentes et aujourd'hui, je vais me concentrer principalement sur la phagocytose. La phagocytose, c'est ce processus d'ingestion de cellules vivantes. Elle peut être induite de plusieurs manières. La première, c'est par des anticorps. Par exemple, le rituximab que je vous ai mentionné au début de cette présentation fait de la phagocytose. Et puis, évidemment, il y a eu ce CAR, cette idée que le CAR pourrait induire de la phagocytose. Donc, dans cette présentation, on va parler d'un CAR qui a été optimisé pour la phagocytose. Il provient du laboratoire de Ronald Weil aux États-Unis. Et donc, de la même manière que le CAR des lymphocytes T était une fusion entre un anticorps, enfin la partie reconnaissante de l'anticorps et la partie intracellulaire d'un lymphocyte T, ici, on a gardé ce concept de la partie qui reconnaît de l'anticorps, mais là, on l'a optimisé pour avoir un domaine de signalisation plus spécifique du macrophage. Donc ici, c'est Fc gamma, R gamma et PI3 kinase. Ensuite, nous, dans le laboratoire, on a des modèles murins. Donc on prend des cellules de la moelle osseuse qu'on différencie afin qu'elles se transforment en macrophages. Les études qui regardent un peu plus le côté humain partent souvent de monocytes ou de pluripotent stem cells qui sont induites. Et ensuite, quand on exprime ce CAR dans les macrophages, on a des CAR macrophages. Ce projet, c'est avant tout le projet de Léa, qui est une doctorante au sein du laboratoire, qui a un double cursus médecine-sciences, c'est-à-dire qu'elle interrompt ses études de médecine pour venir faire une thèse de biologie dans notre laboratoire et elle retournera finir ses études de médecine. Elle est extrêmement brillante et elle est accompagnée d'une équipe d'ingénieurs avec plein de compétences, de grande expertise. Et tout ça a été financé par un financement ANR. Donc, si vous connaissez le laboratoire de Philippe Bousseau, on est un laboratoire qui s'intéresse à la dynamique des interactions entre les cellules. Donc, en fait, on filme en temps réel les cellules. On le fait in vitro, mais on le fait aussi in vivo dans des modèles murins. Et donc là, la première question qu'on s'est posée, c'est quelle est la dynamique d'interaction entre ces CAR macrophages et ces tumeurs. Et donc, pour faire ça, on a pris évidemment nos CAR macrophages et on a pris des cellules tumorales qui vont changer de couleur au cours du temps. Lorsque l'acidité du macrophage va être importante, ce qui est le cas pendant la phagocytose. Et on a fait de la microscopie dynamique. Donc là, vous voyez un macrophage qui est contrôle, c'est-à-dire qu'il n'exprime pas de CAR. Vous le voyez en vert, les tumeurs, elles, sont en rose. Vous voyez qu'il y a des interactions, mais finalement très peu en comparaison au nombre de cellules tumorales qui passent. Et ensuite, on a fait la même expérience avec des CAR macrophages. Et donc là, ce que vous allez voir, c'est le macrophage du bas va ingérer plusieurs cellules qui vont devenir bleues au cours du temps, puisque je vous le rappelle, elles changent de couleur en fonction de l'acidité. Mais peut-être que votre regard se sera posé sur le macrophage du haut, qui lui va établir des contacts qui vont être persistants, qui vont durer toute la longueur du film, parfois plusieurs heures, parce qu'on a fait des films de 6 heures, et qui ne phagocytera pas, qui n'ingérera pas cette tumeur. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est un événement rare ou finalement quelque chose d'assez fréquent ? Je vous le rappelle, le CAR qu'on utilise est optimisé pour la phagocytose, normalement. Et donc, en fait, Léa a quantifié ces films, plusieurs films, et donc chaque ligne est un macrophage. Et la couleur augmente si la phagocytose, ce CAR macrophage ingère plusieurs tumeurs. Et ça, c'est toute la quantité de macrophages qui ne phagocyteront pas. Donc, vous voyez que ce n'est pas un événement rare, en fait. Il y a une grosse proportion de nos macrophages qui ne phagocyteront pas. Et donc, en partant de ces films, on s'est dit qu'il y a à peu près 2 phénotypes. Un phénotype de CAR macrophages qui vont être phagocytiques et un autre qui vont juste établir ces contacts. Et donc peut-être que vous posez aussi cette question, mais quel est le rôle de ces CAR macrophages contacts ? Est-ce qu'il faut s'en débarrasser ? Ils sont totalement inutiles ?
ou est-ce qu'ils vont eux aussi contribuer peut-être à une réponse immunitaire importante? Pour la première question, si on s'est posé, c'est est-ce qu'en fait, dans le cas d'une phagocytose, on sait qu'il y aura un signal qui va être induit. Est-ce que dans le cas de ces quarts contacts, on a une signalisation aussi qui est efficace? Pour répondre à cette question, on s'est concentré sur la signalisation calcique, donc c'est ce messager très précoce dans la réponse aval du récepteur. On a transduit nos macrophages, donc on a exprimé cette sonde, la Twitch2B, ici, qui nous permet de voir un changement de couleur quand il y a un signal calcique. Et donc, quand on fait ça, voilà, notre macrophage va changer de couleur. Et là, vous avez un exemple d'un macrophage au cours du temps. Il est jaune au début, il n'y a pas de signal calcique. Et puis, il va être en contact avec des tumeurs bleues. Et vous allez voir qu'il va faire des flashs rouges au cours du temps. On peut faire la même expérience. Donc là, c'est un quart macrophage qui a phagocyté. Donc, vous voyez que là, il est devenu rouge et là aussi. Et on peut faire la même expérience pour un quart M contact qui, lui, va établir des contacts sans phagocytose. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que, alors qu'il y a une absence de phagocytose, les contacts semblent pouvoir induire quand même une réponse calcique, donc un signal en aval du récepteur. Ensuite, la question s'est posée, c'est est-ce que ce signal va se traduire par des changements à l'échelle de l'expression du génome? Donc, on s'est intéressé au transcriptome, on a fait un bulk RNA-seq et on a comparé 3 types de populations, donc des CAR M seuls, des CAR M qui sont en contact, qu'on a mimés par le cross-linking du CAR, et des CAR M phagocyteurs qu'on peut trier, je vous le rappelle, parce que la tumeur change de couleur. Et ensuite, on a fait toute cette analyse. Ça paraît très simple, c'est des analyses très complexes et très longues, mais pour vous dire qu'en fait, qu'on soit un CAR M contact ou un CAR M phagocytique, il n'y a pas vraiment de changement. Et en fait, si on s'intéresse aux voies de signalisation qui sont induites, on voit qu'être un CAR M seul n'induit pas beaucoup de changements, que lorsqu'on phagocyte, on voit ce changement qui apparaît ici en jaune, et qu'en réalité, un CAR M qui est en contact va avoir le même type de changement qu'un CAR M qui phagocyte. On s'est demandé si ce changement d'expression de génome à des temps très précoces, parce qu'ici on s'est positionné à 1 heure, allait se traduire en changement de production de cytokines. Et donc, on a regardé les cytokines dans les quarts macrophages qui phagocytent et ceux qui sont en contact. Et vous voyez qu'on a une induction de cytokines tout aussi importante. Ensuite, évidemment, si vous vous souvenez du début de la présentation, je vous avais dit que les quarts macrophages, eux, étaient plutôt utilisés pour recruter une seconde vague de systèmes immunitaires plus robustes, notamment les lymphocytes T, il y a aussi les NK cells. Et donc, on s'est intéressé à cette question. On a mis 3 types de macrophages, donc c'est une expérience qui s'appelle un transwell, et on a mis soit des CAR M seuls, soit des CAR M en contact, soit des CAR M phagocyteurs, et on leur a mis au-dessus, grâce à un insert membranaire, des lymphocytes T en contact avec des tumeurs. Là, ce qui est important de comprendre, c'est que les macrophages, les CAR macrophages et les T ne sont pas en contact, et c'est vraiment l'impact des cytokines qui va être évalué. Et donc, quand on fait ça, on voit qu'on soit un CAR M contact ou phagocyteur, on induit une prolifération de lymphocytes T tout aussi importante, qui vont, eux, produire des cytokines et être utiles au système immunitaire. Et donc, en conclusion, on a identifié que, certes, alors qu'on a un CAR M, un CAR qui est optimisé pour la phagocytose, il semblerait qu'il soit capable d'un deuxième mécanisme d'action, un mécanisme d'action par contact qui serait suffisant pour induire la production de cytokines, qui va impacter les lymphocytes T, qui se mettront à proliférer et à eux-mêmes produire des cytokines. Et donc peut-être que vous vous demandez pourquoi je vous montre tout ça, parce que c'est très important, parce qu'en fonction du type de tumeur que vous aurez, la capacité de phagocytose d'un même CAR M sera totalement différente. Donc là, c'est un test de phagocytose qui a été fait en présence de tumeurs d'origine lymphome, ou alors un carcinome du côlon, ou alors un mélanome, et vous voyez que le taux de phagocytose est drastiquement différent. Donc peut-être qu'on peut se dire que même si la phagocytose n'est pas optimale, ce n'est pas pour ça que la thérapie ne fonctionne pas. Et enfin, je voudrais finir sur les remerciements de notre équipe. Donc évidemment, notre chef d'équipe, directeur d'unité, Philippe Bousseau, pour toutes les discussions scientifiques qu'on a évidemment avec lui, les ingénieurs Béatrice, Zacharia, Fabrice et Amaury,
qui sont venus en soutien à Léa Fellman, qui a réalisé l'entièreté de ces travaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, nous avons convenu d'enchaîner les présentations et de laisser le temps de questions à la fin. Donc, j'invite maintenant Stéphanie Nguyen-Coq de prendre la parole. Donc, Stéphanie est hématologue à la Pitié-Salpêtrière et elle est aussi professeure de médecine à la faculté de médecine de Sorbonne Université. Donc, je vais vous parler effectivement des CAR Natural Killers. Donc, bon, voilà, moi, c'est un mot que j'aime bien parce que je trouve que c'est un peu un titre de film d'horreur. L'idée un peu de ce topo, c'est de voir si on va pouvoir utiliser ces cellules qui ont effectivement des capacités de tuer très importantes pour les amener de la fiction à la réalité. Donc, un rappel sur ce que c'est qu'une cellule natural killer. Donc, en fait, c'est une cellule qui a été définie par sa fonction, hein, pas sur ses caractéristiques phénotypiques. Donc, sa fonction, c'est de tuer toutes les cellules de l'organisme qui ont perdu à leur surface les molécules HLA de classe 1 ou CMH. Donc, vous savez, ce sont des molécules du soi. Et quand on est infecté par un virus ou avec une cellule cancéreuse, on peut perdre l'expression des molécules HLA de classe 1, ce qui permet d'échapper aux lymphocytes T, mais ça les rend du coup sensibles à la lyse NK. Au niveau phénotypique, c'est assez, voilà, c'est pas très satisfaisant comme définition. Ce sont des cellules qui sont CD3- parce qu'elles ne sont pas des lymphocytes T et elles ont le marqueur CD56 qui n'est pas hyper spécifique des NK. Donc, il y a deux modes d'action. Donc, effectivement, la première, c'est ce qu'on appelle la cytotoxicité. Donc, la cible perd le HLA de classe 1 et la cellule NK, qui a toute une batterie de facteurs de mort, va la détruire. Et puis, il y a une autre capacité qui est l'ADCC, qui est intéressante, on verra dans les CAR NK, qui est de tuer la cellule cible via la reconnaissance par un anticorps. Donc, l'anticorps, il va se mettre sur l'antigène tumoral. Et les cellules NK, elles ont le récepteur CD16 qui va reconnaître la fraction FC de l'anticorps et va donc détruire la cible via cette fonction. Donc, l'écarter, on en a parlé tout à l'heure rapidement, il y a quelques problèmes quand même si c'est une grande innovation thérapeutique. C'est un produit pour un patient, ça coûte extrêmement cher. Il y a un délai nécessaire à la fabrication de ces cellules et ça peut être compliqué chez des patients qui, par définition, ont des maladies réfractaires. Et puis, ça a une surcharge de travail énorme pour toutes les équipes de prélèvement, de thérapie cellulaire, etc. Actuellement, il y a les CAR pour le myélome qui arrivent. Et le myélome, c'est beaucoup plus de patients que les lymphomes. C'est environ 6000 nouveaux cas par an. Et on sait que c'est une maladie non curable. Et dans son histoire, un patient qui a un myélome, il aura toujours un moment une indication pour un CAR. Donc le coût, c'est quand même pas rien du tout, hein, même si c'est pas la chose principale. Pour vous donner une idée, un patient qui reçoit un CAR-T autologue avec le coût d'hospitalisation et du suivi, ça coûte plus de 400 000 € par patient. Et il y a environ 5000 patients qui ont été traités, qui sont enregistrés dans le registre des cartes. Vous voyez, ça vous fait déjà 2 milliards d'euros. Et avec la montée en charge des myélomes, on est à des sommes qui vont à plus de 500 millions par an. Si en plus, avec les CAR macrophages ou autres, on arrive à optimiser dans les cancers solides, vous imaginez que c'est un coût qui est quand même assez monstrueux. Donc c'est vrai qu'il faudrait trouver une alternative aux CAR-T autologues. Et les NK sont intéressantes parce qu'elles ont vraiment une batterie pour tuer qui est vraiment très efficace. Et donc c'est le même principe, on met un CAR à la surface, elle va reconnaître la cible et elle va tuer. Donc là, je vais vous passer en revue, là, pendant le quart d'heure que j'ai, les différentes sources de cellules qui pourraient amener au CAR NK. Donc la première, c'est la lignée NK92. C'est une lignée de cellules cancéreuses développée à partir d'un lymphome NK chez l'homme. Et donc, comme c'est une lignée cellulaire, elle se prolifère à l'infini. Donc, vous imaginez la capacité de production. C'est très homogène, c'est facile à expandre, à transfecter, c'est peu coûteux. En revanche, le problème, c'est que comme c'est tumoral, on est obligé de les irradier. Et quand on irradie des cellules, évidemment, on perd énormément en capacité de fonction et d'expansion. Donc, il faut plusieurs injections. Donc, ceux qui ont vraiment pris le lead de ce genre de cellules, c'est les équipes chinoises. Dans les essais en cours, il n'y a pratiquement que des essais chinois. Et le seul qui a été publié, c'est vraiment très préliminaire sur 3 patients, montrant que c'était faisable.
Il y a cette construction qui est plus intéressante, qui part de lignée NK92, mais avec un raisonnement différent. Donc ça s'appelle la plateforme Unicar avec un adaptateur. Donc vous voyez, vous avez la lignée NK92 irradiée. Elle a un CAR, mais pas un CAR qui va reconnaître la cellule tumorale. Elle a un CAR qui va reconnaître un antigène, E5B9, qui n'est exprimé sur aucune cellule de l'organisme. Donc si vous injectez le NK92, il ne va rien se passer. Donc à ce moment-là, vous mettez un adaptateur. C'est une protéine qui a deux parties. Une première qui reconnaît l'antigène qui va être reconnu par le CAR NK, et une deuxième qui est un anticorps anti-antigène tumoral. Et donc, quand vous mettez cet adaptateur, les NK92 vont tuer. Et puis, quand vous l'arrêtez, il n'y a plus d'effet. Donc, s'il y a des complications, hop, vous arrêtez tout de suite l'effet. Et puis, c'est plus facile de changer un anticorps spécifique d'un antigène que à chaque fois de repasser par tout le process des CAR cellulaires. Donc, c'est intéressant, mais pour l'instant, ça reste encore au stade préclinique. L'autre source de cellules qui a plus de données cliniques, c'est les cellules de sang de cordon, donc c'est vraiment le sang de cordon ombilical à la naissance. Et l'équipe qui a le plus développé cette approche, c'est l'équipe du MD Anderson de Cathy Resvani. Donc leur construction, c'est celui-là, c'est un CAR CD19, donc contre les hémopathies B, avec une signalisation CD28. Ils ont rajouté le gène de l'IL15, qui est probablement très important pour les expandre, les maintenir, et un gène suicide. Donc, ils avaient publié déjà dans le New England, il y a quelques années, une première phase chez 10 patients. Et ce qui était intéressant de voir, c'est qu'ils arrivaient à expandre pour un cordon, ils avaient plus que 100 doses. Le problème, c'est qu'ils étaient obligés d'utiliser des cordons frais et ils ne pouvaient pas congeler les cellules, ce qui fait qu'on ne pouvait pas injecter, même si vous avez 100 doses, vous ne pouvez pas injecter 100 patients en même temps. Donc, ils avaient publié sur 10 patients, montrant que c'était faisable, c'était intéressant. Et ils ont publié l'année dernière sur un peu plus de patients, donc il y en avait 37, avec une dose unique, et avec des résultats quand même toujours dans des hémopathies B, des résultats très intéressants. Et ce qui était aussi intéressant, c'est leur message disant que, en fonction du cordon, c'était des cordons congelés, donc les cordons, les congelés, mais par contre, en fonction du temps de congélation, rapide ou moins rapide, et du taux d'érythroblastes, ils avaient des cordons optimaux et des cordons suboptimaux. Et vous voyez qu'en termes de réponse clinique, c'était très très différent en fonction de la qualité du cordon. Donc voilà, c'était quand même intéressant. Et puis ce qui était aussi très intéressant, c'est qu'il y avait 0 effet secondaire, ce qui est quand même, contrairement au CAR-T, il n'y a pas de syndrome inflammatoire CRS, il n'y a pas de problème neurologique, et des résultats qui peuvent être intéressants en fonction de la qualité du cordon. Donc, il y a un essai en cours de phase 2 qui est sponsorisé par Takeda, qui ont repris exactement la même construction du MD Anderson, mais à la différence de leur première publication, ils utilisent des CAR qui peuvent être congelés, donc c'est vrai que ça change tout, et ils ont comme objectif de traiter 265 patients, donc c'est très ambitieux. Pour l'instant, ils ont communiqué sur une vingtaine de patients, montrant que c'était faisable et très bien toléré. Donc, c'est un essai qui est en cours. Donc, troisième, c'est les IPSC, les cellules souches pluripotentes induites. Donc, je vous rappelle un peu ce que c'est. Donc, c'est ce chercheur-là, Shinya Yamanaka, qui a fait cette découverte, qui lui a valu le prix Nobel en 2012, qui est que si vous réactivez 4 gènes uniquement, donc OCT4, SOX2, KLF4 et MYC, vous pouvez prendre une cellule mature et en réactivant ces gènes, vous la refaites dédifférencier à un stade de progéniteur qui pourrait se différencier en n'importe quoi. Donc ensuite, vous les mettez dans les conditions de culture pour les différencier en muscles, en cellules cardiaques ou en cellules NK. Et donc c'est vraiment super intéressant. Donc je vous donne un exemple. Si vous avez une maladie congénitale comme la myopathie de Duchenne, par exemple, une maladie des muscles, vous allez prendre un fibroblaste d'un patient qui a cette maladie, vous la remettez au stade IPSC et puis vous la remettez en cellules musculaires et vous pouvez voir toutes les étapes comme ça de développement de la maladie. Ou bien vous allez prendre des IPSC que vous allez générer, je ne sais pas, en muscles cardiaques ou en cartilage, et ça peut être très intéressant pour la reconstruction. Donc vous voyez, les IPSC, ça donne des perspectives très importantes. Donc leur intérêt, elles sont immortelles, une cellule pour un produit cellulaire, elles prolifèrent, etc. Par contre, gros problème, le risque oncogénique, parce que dans les gènes, il y a un gène oncogénique qui s'appelle MYC. Donc ça, c'est quand même très embêtant. Donc les constructions, on essaie d'abandonner cet oncogène et puis de trouver des vecteurs non intégratifs pour essayer de ne pas rendre la cellule tumorale.
Et pour ce qui concerne les NK, c'est un phénotype assez immature, donc elles ne sont pas hyper cytotoxiques et elles n'ont pas notamment ce récepteur CD16 qui permet de faire la DCC. Donc il y a cette construction qui est intéressante pour essayer de pallier à tous ces problèmes. C'est un produit qui s'appelle FT596 américain. Et donc, vous voyez, ils prennent des IPSC qui génèrent en NK et il y a plusieurs choses sur ce CAR NK. D'abord, il y a un CAR classique, hein, CD19 par exemple, pour les hémopathies B, mais ils mettent aussi un récepteur CD16 non clivable de haute affinité. Et donc, si par exemple on prend un cancer B, il a, par le CD19, il va être reconnu par là, mais si vous mettez un anticorps anti-CD20, il pourra passer par la DCC. Et puis, ils font également le gène de l'IL15 plus son récepteur, ce qui fait une production autologue en permanence. Donc, ils ont publié cette année dans le Lancet 86 patients, donc c'est quand même une bonne cohorte, avec plusieurs doses, etc. Ils ont fini par trouver une dose optimale qui est celle-ci. Et la moitié des patients avaient reçu 2 cycles, c'est-à-dire 6 injections, puisqu'ils faisaient 3 injections à des temps différents. Les résultats ils sont très intéressants, surtout dans les lymphomes folliculaires. Et aussi, c'était très bien supporté avec 0 toxicité neurologique et très peu de réactions cytokiniques. Donc, à nouveau, il confirme que c'est bien toléré, ça peut être intéressant au niveau de la réponse et on peut générer beaucoup de cellules. Enfin, dernière source cellulaire, les cellules, les PBMC, c'est-à-dire les cellules NK circulantes chez un adulte, hein, un donneur. Donc ça, c'est des cellules qu'on connaît très bien puisque toute la thérapie NK a été basée sur ces cellules jusque-là. C'est 10 à 15% des lymphocytes circulants sont des cellules matures cytotoxiques qu'on connaît très bien et elles n'ont aucun risque oncogénique et ce n'est pas une lignée. En revanche, le problème, c'est que c'est un donneur pour un produit. Il faut regarder le typage HLA. Elles ne sont pas faciles à transfecter et il faut vraiment les expandre. Donc, il y a cette boîte américaine, hein, Nkarta Therapeutics, qui a un essai à base de PBMC avec différents CAR. Et c'est un essai qui est en cours. Donc, ils ont juste fait des présentations à des congrès pour dire que c'était faisable, peu toxique, et qu'on les retrouvait jusqu'à 3 semaines. Bon, c'est pas énorme, mais bon, voilà. Donc, je vais juste prendre 2 dernières minutes pour parler un peu de notre projet à la Pitié-Salpêtrière. Donc, nous, on essaie de développer des CAR NK à visée antitumorale dans les leucémies aiguës myéloïdes. Les leucémies aiguës myéloïdes, c'est vraiment une pathologie très grave qui est un peu en manque thérapeutique. Donc, pour les thérapies B, les hémopathies B, bon, c'est beaucoup plus facile parce que effectivement, le CAR CD19, il va enlever tous les lymphocytes B, normaux ou pas normaux, également les lymphocytes B qui donnent des maladies auto-immunes. Et puis, ils vont aussi enlever les lymphocytes B normaux, mais vous pouvez vivre sans lymphocytes B. Vous n'allez plus avoir d'anticorps, mais on peut vous perfuser des immunoglobulines jusqu'à ce que vous refassiez des lymphocytes B. Donc, même s'il n'y a plus de lymphocytes B, ce n'est pas très grave. En revanche, dans les leucémies aiguës myéloïdes, on a beaucoup de mal à trouver un antigène qui ne soit pas commun entre la cellule leucémique et les progéniteurs myéloïdes, notamment les neutrophiles. Et donc, si vous détruisez les neutrophiles, vous avez des neutropénies très prolongées et au niveau infectieux, c'est vraiment pas jouable. Et c'est ça qui fait un peu la difficulté d'avoir des bons CAR dans la LAM. Donc, dans les antigènes un peu candidats, il y en a un qui semble intéressant, qui a été identifié par l'équipe de Besançon, qui s'appelle ILRAP. ILRAP, il semble être exprimé sur la cellule souche leucémique, mais pas sur les cellules souches hématopoïétiques normales. Donc, ils ont monté un modèle préclinique chez la souris, montrant que ça marchait bien et que c'est faisable. Donc, ils sont normalement en essai de phase 1 qu'ils avaient prévu d'ouvrir dans des CAR-T autologues ILRAP. Donc l'équipe de Besançon nous a proposé de nous passer leur construction et leur vecteur pour qu'on teste sur des NK, pour voir si on pouvait générer des CAR NK allogéniques ILRAP. Donc c'est un travail qu'on a commencé. La première partie était financée par la Ligue contre le cancer avec Mohamed Saba, qui était un étudiant M2 hyper motivé, qui a réussi à mettre au point pas mal de la technique. Donc ce qu'il a réussi à mettre au point, donc nous on avait des NK en fait congelés issus de sang de cordon qui eux étaient frais et donc qui étaient très purs. Il a pu les expandre, transfecter et avec des taux de transfection qui sont très intéressants. Ça c'est le gène rapporteur et ça c'est le ILRAP. Vous voyez que le taux de transfection il est important. Et puis il les a testés, phénotypés, etc. dans plein de conditions de culture différentes et bon il a pu réussir à montrer qu'elles sont efficaces et transfectables.
Donc ça, c'était la première partie. La deuxième, on a eu un financement donc, de Laurette Fugain, donc ça va être pour l'année qui vient, d'optimiser un petit peu les conditions de culture, de vérifier que vraiment ILRAP apporte un bénéfice en termes de cytotoxicité, de voir s'il faut d'autres co-stimulations, etc. Et l'idée étant d'arriver à un modèle murin qui est déjà à Besançon pour montrer que c'est faisable. Donc voilà, pour vous résumer donc, ce qu'on a dit, les avantages, c'est des cellules halogéniques qu'on peut avoir à disposition chez des patients vraiment pour lesquels on est très pressé. On peut avoir beaucoup de doses et voire des doses illimitées. Elles ne sont pas du tout toxiques et on peut agir sur beaucoup de voies de signalisation. En revanche, vous voyez qu'en bleu, c'est les inconvénients, il y en a autant qu'en rouge. Et le gros problème, je pense que c'est vraiment la persistance, où, comme toutes les cellules halogéniques, probablement, elles sont quand même rejetées. Et voilà, on n'a pas encore bien élucidé les méthodes de persistance. Et également le côté technique de la congélation. Une fois qu'on a généré ces cellules, il faut quand même les congeler, et ce n'est pas toujours évident. Pour vous donner une idée, en 2025, quand on regarde sur Clinical Trial, il y a près de 2000 essais CAR-T et il y a moins de 120 essais CAR-NK. Donc pour l'instant, c'est quand même très en retard par rapport au CAR-T. Merci. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc moi, je suis néphrologue transplanteur à l'hôpital Necker et enseignant-chercheur en immunologie, et donc en particulier en immunologie de transplantation. Alors le titre, il mentionne CAR T-cells et CAR T-regs, simplement parce qu'il faut comprendre que dans le système immunitaire, il y a deux bras. Il y a un bras qui est très largement dominant, qui est un bras effecteur pour se battre contre les infections et les cancers, et puis un bras régulateur qui évite que notre système immunitaire réagisse trop fort contre soi-même, et c'est ça en particulier qui évite un certain nombre de maladies auto-immunes. Et donc, on va comprendre aujourd'hui qu'on peut utiliser en fait l'ingénierie CAR, qui est une technologie à la fois pour instruire des cellules du bras effecteur, du bras armé, agressif, tueur, ou du bras régulateur, peacemaker, qui va essayer de pacifier et de protéger. Donc, dans un cas en transplantation, soit on cible avec ce bras armé des cellules qui font du mal au greffon, donc ça peut être un outil thérapeutique utile, et c'est la première chose dont je vais parler. Soit au contraire, on arme des cellules régulatrices à reconnaître le greffon pour le protéger. Alors la première chose dont je vais parler, c'est voilà, il y a des cellules immunitaires qui peuvent attaquer le greffon en produisant des anticorps contre le greffon, en particulier des anticorps dits anti-HLA. Et vous allez voir que pour certains patients, c'est un vrai obstacle même dans l'accès à la greffe. Et on a appris, du coup, alors évidemment, on a un temps de retard monumental par rapport à l'oncologie, mais c'est tout un repositionnement et une pensée actuelle qui est dans le champ de l'auto-immunité ou de la transplantation, de se dire comment on peut utiliser ces outils innovants pour cibler ces cellules immunitaires qui produisent, qui sont toxiques pour un organe, pour un tissu. Et donc là, c'est des patients qui avaient un myélome, qui ont reçu des CAR-T dans un protocole qui comparait deux schémas, soit avec une cible unique contre BCMA, qui est portée par un type de cellule qu'on appelle les plasmocytes, ou BCMA et CD19, donc qui ciblaient les plasmocytes et les lymphocytes B. Et ce qu'on voit, c'est qu'un certain nombre de ces patients avaient des anticorps anti-HLA, qui encore une fois posent un problème dans l'accès à la greffe parce qu'ils empêchent de greffer un organe si on immunisait contre cet organe avec des anticorps anti-HLA dirigés contre le donneur. Et on voit que l'utilisation de ces CAR-T permet de réduire très considérablement ces anticorps anti-HLA. Donc ça donne une idée que ça peut être efficace et que ça peut nous sortir de certaines impasses thérapeutiques. Alors ça a inspiré un groupe américain, en l'occurrence c'est un essai multicentrique, mais le lead est à Philadelphie, pour mettre en place cet essai qui, donc, encore une fois, a vocation à utiliser une double stratégie, CAR CD19, CAR BCMA, donc qui cible les plasmocytes qui sont des usines à anticorps et les lymphocytes B qui génèrent des plasmocytes, pour essayer de réduire ces anticorps anti-HLA et donner l'accès à la greffe à des patients ultra-immunisés qui n'ont pas accès à la greffe. Et il y a un essai chinois, Stéphanie le disait, il y a énormément de dynamisme en Chine sur la thématique CAR-T. Et vous voyez que là, ce n'est pas de la greffe d'organes, c'est de la greffe de cellules souches hématopoïétiques, des patients qui sont très immunisés avec des immunisations anti-HLA très fortes et qui ne peuvent pas recevoir un greffon dit haplo-identique venant d'un proche de sa famille qui porte du coup la moitié des identités HLA et l'autre moitié n'est pas partagée. Donc il peut y avoir des anticorps contre cette autre moitié qui pose problème et qui ne permet pas de faire la greffe. Et des patients qui sont ultra-immunisés, alors évidemment, ça ne va pas vous parler si vous n'êtes pas dans le milieu, mais 80 000
de MFI, qui est cette unité qu'on utilise, c'est colossal. Je crois que les hématologues, ils tolèrent un anticorps à 2000, et nous, en greffe d'organes, on va jusqu'à 3000, 5000. Donc là, 80 000 d'immunisation, c'est monumental. C'est une impossibilité complète de faire la greffe avec ce greffon. Et en utilisant ces CAR-T, sur ces 4 premiers patients, vous voyez qu'ils baissent les anticorps à 2995 en moyenne. Et donc, les 4 patients ont pu être allogreffés. Donc ça, c'est très prometteur. C'est très clairement un champ qui va être investigué. Et très prochainement, le 13 octobre, il y a une thématique CAR-T en auto-immunité pour élargir aussi au-delà de l'oncologie. Alors, j'ai une toute petite nuance à ça, c'est que les CAR-T, je vais faire une petite parenthèse pour montrer qu'il y a peut-être aussi une autre perspective, une alternative à ces CAR-T qui engagent beaucoup de moyens, le temps de manufacturing, de production est compliqué. C'est ça qui fait le prix aussi de ce médicament. C'est qu'il y a une autre stratégie qui a été développée en oncologie qui peut être repositionnée en transplantation, qui sont ces anticorps bispécifiques. Et je ne sais pas si j'ai une flèche, mais les anticorps bispécifiques, leur principe, c'est de faire en fait un pont entre la cellule T et puis la cible. Et donc ça va faire quasiment comme si on générait une cellule qui reconnaît, comme un CAR-T, qui reconnaît sa cible in vivo. Et là, c'est une patiente qui, pour moi, était un crève-cœur. C'était une jeune femme de 37 ans, mais ça faisait 20 ans qu'elle était en dialyse. Elle avait, comme très souvent, à la fin de l'adolescence, pas bien pris ses médicaments, perdu un premier greffon, acquis une immunisation anti-HLA monumentale. Et on avait déjà essayé de la désensibiliser avec les traitements qu'on avait en 2020, sans succès. Et avec le repositionnement, grâce à l'autorisation de la NSM et la validation de l'ABM, que je remercie, on a pu avoir un accès précoce à ce médicament qui nous a permis de faire chuter les anticorps anti-HLA à un niveau compatible avec la greffe. Et seulement 7 mois après le traitement, elle a pu être greffée et elle se porte comme un charme avec un greffon qui marche très bien, une histologie normale 9 mois plus tard. Donc très clairement, là, il y a des pistes aussi pour avancer de ce point de vue-là. Et ça, c'est pour ceux qui sont familiers déjà avec cette thématique, pour vous montrer le niveau d'efficacité. Vous voyez qu'elle avait un taux de greffon incompatible ici à 100%, même avec des anticorps à des niveaux absolument astronomiques, et qu'après 6 mois de traitement, on l'a amené à un taux de greffon incompatible quasiment nul. Donc ça veut dire que tous les donneurs étaient désormais possibles pour elle avec son groupe sanguin, et c'est pour ça qu'elle a pu être greffée aussi vite après ce traitement. Donc ça montre que les cartes peuvent être complètement rebattues pour ce type de patient ultra immunisé, et que là, on est dans une demande de vraisemblablement de PHRC en décembre prochain, et on fera très clairement une demande pour que l'agence nous soutienne dans cette démarche, parce qu'on pense que ça peut apporter une solution dans un paysage qui pour le moment n'en a pas. Alors, une fois que j'ai parlé de ça, alors ça c'est pour montrer la chute des anticorps et le devenir après greffe qui est très bon, avec une biopsie qui est strictement normale. Maintenant, je vais revenir sur la thématique qu'on développe au laboratoire, qui est non pas l'instruction de cellules tueuses pour aller tuer des cellules qui font du mal au greffon, mais des cellules régulatrices qui protègent le greffon. Et donc ça, finalement, c'est assez logique. On est quelques centres dans le monde à développer cette stratégie. Pour le moment, encore beaucoup au laboratoire, même si vous allez voir qu'il y a des essais cliniques qui sont lancés. Le principe, c'est quoi ? C'est d'instruire non pas une cellule effectrice tueuse, mais une cellule régulatrice à reconnaître un antigène du greffon. En l'occurrence, ici, c'est HLA-A2, simplement parce que la configuration donneur A2 positif, receveur A2 négatif, c'est à peu près 25% des greffes d'organes qui ont été faites en Île-de-France les 5 dernières années. Donc ça représente pour un investisseur, ça représente un marché. Et donc si on a envie de convaincre un investisseur, on part dans une configuration qui représente un certain nombre de patients. Je vais être assez bref pour le temps alloué aussi, pour ne pas vous submerger de données, mais globalement, lorsqu'on est dans une démarche de thérapie cellulaire régulatrice, on essaye de se référer à la règle des 4 S, c'est-à-dire qu'on veut que les cellules soient spécifiques du donneur, et là vous voyez qu'elles sont spécifiques de HLA-A2. Elles vont en plus de surcroît migrer, alors in vivo, le petit film ne marche pas ici, mais moi je vois rien, donc je ne peux pas vous le montrer, mais il y a 2 greffons qui ont été mis en place, dont un qui exprimait HLA-A2, et vous voyez que nos cellules s'accumulent dans le greffon cutané HLA-A2. On veut que ces cellules soient stables. Stables, évidemment, si vous instruisez une cellule à reconnaître le greffon, vous ne voulez pas qu'elle devienne une cellule effectrice, donc elle doit absolument être stable et être régulatrice, se maintenir régulatrice, et ça on l'a montré de manière très formelle, à la fois avec des données phénotypiques et épigénétiques.
On veut qu'elles soient suppressives in vivo, et ça, vous voyez en bleu comment elles sont beaucoup plus efficaces que des cellules T régulatrices non génétiquement modifiées, ici en bleu ciel. Et enfin, on veut qu'elles se maintiennent, parce que c'est des médicaments qui coûtent cher, et donc on veut qu'elles se maintiennent dans le temps. Et là, avec cette technique qu'on appelle la bioluminescence que vous avez vue plus haut, on peut du coup les traquer dans la rate et montrer qu'elles se maintiennent au cours du temps dans la rate de l'animal. Donc ça a un certain nombre de garanties de stabilité. Alors la stratégie en clinique serait laquelle? Vous avez un receveur qui est HLA-A2 négatif, vous isolez ces cellules T régulatrices, moyennant tout ce manufacturing qui est bien défini maintenant et qui est quasiment en voie d'industrialisation. Vous activez ces cellules avant de les transduire, c'est-à-dire que vous apportez un vecteur viral qui va apporter le gène qui code pour le CAR. Vous générez des CAR Treg que vous allez expandre avant de les réinfuser aux patients, avant d'une greffe qui porte l'antigène reconnu HLA-A2. Il y a 2 essais cliniques qui ont été lancés, en rein puis en foie. Malheureusement, Sangamo a eu des difficultés financières, comme beaucoup de ces biotech, et a réduit son programme. Donc l'essai clinique en rein a été interrompu. C'est évidemment très, très dommage pour la communauté. Et le essai du foie, par contre, lui, est porté par une autre biotech, Quell, qui est une spin-off du King's College au UK et d'Hanovre en Allemagne, et avec un développement clinique dans 3 pays européens. Et pour le moment, les résultats qui sont partagés en congrès ont l'air d'être très encourageants, avec l'accumulation de ces CAR Treg dans le greffon hépatique et l'absence de rejet à la baisse progressive de l'immunosuppression. Donc on est évidemment très excités et attendons avec impatience la suite de ces données. Alors, au demeurant, notre position, nous, et on en discutait avec Chabi, et on aura l'occasion d'en reparler à la fin, c'est qu'il nous semble que pour essayer de lancer ces médicaments sur un développement industriel, il faut vraiment avoir un médicament, une stratégie qui est ultra, ultra performante par rapport au standard of care. Et la difficulté, c'est qu'en transplantation d'organes, le standard of care, il est plutôt pas mal. On a quand même des très bons résultats. Et donc, on veut vraiment avoir quelque chose de très léché, très abouti. Et notre sentiment, c'est que pour que la cellule T régulatrice CAR Treg permettent vraiment quelque chose de significatif, c'est-à-dire une minimisation majeure, voire un arrêt de l'immunosuppression, pour s'affranchir de toutes les complications de l'immunosuppression à long terme, il faut quelque chose de plus. La tolérance, c'est de ça dont on parle, c'est un équilibre entre un bras régulateur et un bras effecteur. Et il ne s'agit pas seulement d'armer le bras régulateur, il s'agit aussi de réduire le bras effecteur. Et de fait, si on regarde l'essai japonais qui m'a vraiment impressionné, c'est en greffe hépatique. Ils ont fait une infusion de Treg spécifique du donneur à des greffes hépatiques et puis arrêter, chez 7 patients sur 10, l'immunosuppression complètement sans rejet. Mais ce qu'ils font dans cet essai clinique, c'est qu'avant d'infuser ces cellules T régulatrices spécifiques du donneur, ils font un shot de cyclophosphamide, qui est un médicament qui va justement réduire le bras effecteur. Donc en fait, ils agissent sur les 2 bras. Ils réduisent le bras effecteur, ils enrichissent le bras régulateur et ils vont complètement faire basculer la balance du côté de la tolérance. Et donc, on développe cette stratégie-là également au laboratoire, en voulant non pas utiliser du cyclophosphamide, qui a quand même une certaine lot de toxicité, mais un anticorps anti-CD3 de 2e génération, qui est très bien toléré, qui est d'ailleurs utilisé dans le diabète de type 1 maintenant, qui est reconnu dans le diabète de type 1 depuis quelques années aux États-Unis. Mais il faut être malin, c'est-à-dire que notre anticorps anti-CD3, il faut qu'il cible sélectivement le bras effecteur sans abîmer nos cellules régulatrices. Et donc, pour faire ça, on a simplement invalidé avec des stratégies de gene editing, CRISPR-Cas9 en l'occurrence, la chaîne TCR qui, en invalidant la chaîne du TCR alpha, tout le complexe CD3-TCR va disparaître de la cellule et donc elle va être invisible de cet anticorps. En d'autres termes, quand on donne notre traitement anti-CD3, on cible sélectivement les cellules effectrices et nos cellules régulatrices sont complètement préservées. Et c'est ce qu'on a pu montrer in vivo, je vous passe les détails, mais vous voyez ici que lorsqu'il y a les cellules effectrices et régulatrices dans le greffon cutané, le greffon est orange, quand il n'y a que les cellules effectrices, c'est vert, et que lorsqu'on donne le traitement anti-CD3, eh ben, on va avoir ici que les cellules régulatrices rouges qui persistent, alors que les cellules effectrices sont éliminées par le traitement anti-CD3. Donc, localement, dans le greffon, on est capable de complètement déséquilibrer la réponse immunitaire en faveur de notre bras régulateur pour favoriser un mécanisme de tolérance. Bon, alors ça, c'est des techniques de single-cell RNA-seq qui sont un peu compliquées à expliquer, mais on a montré que l'effet de l'anti-CD3 était strictement nul sur la signature transcriptomique de nos cellules, à la différence des cellules effectrices. Donc, on a vraiment quelque chose d'ultra sélectif pour déséquilibrer la réponse. Dernier aspect sur lequel j'aimerais conclure, c'est que ces cellules, si on veut qu'elles se maintiennent, elles ont besoin de leur essence. Et l'essence de ces cellules, ça s'appelle l'interleukine 2. Ces cellules, elles ont besoin d'interleukine 2 pour se maintenir. C'est quelque chose d'essentiel à leur homéostasie. Et ce que les Américains, l'essai de UCSF nous a appris, c'est que lorsqu'ils marquaient au deutérium, qui est un isotope, des cellules régulatrices avant de les infuser à un patient,
en l'occurrence des diabétiques de type 1, les cellules s'effondrent après l'infusion. Et ça, c'est ennuyeux, parce qu'encore une fois, on a produit des cellules très chères, on veut un effet thérapeutique pérenne, et finalement, elles s'effondrent. Et pourquoi elles s'effondrent? Parce que quand on les cultive, elles sont inondées d'interleukine 2, qui est leur essence et leur cytokine de prédilection. Et quand elles passent in vivo, c'est quasiment un sevrage ultra brutal, puisque c'est diminué d'un facteur 3000. Et donc, tout ça amène des gens à s'intéresser à l'apport d'interleukine 2 à ces cellules, soit ex vivo en apportant le médicament, soit carrément encoder le gène. Et des collaborateurs de la Pitié-Salpêtrière, en l'occurrence l'équipe de David Klatzmann, a récemment publié ce papier qui montre que lorsque la cellule produit elle-même sa mutéine, alors c'est une interleukine 2 qui est un petit peu modifiée pour être ultra sélective de la cellule régulatrice, et ben la cellule se maintient beaucoup mieux, est beaucoup plus suppressive, s'expand mieux. Et donc aujourd'hui, notre stratégie, on a obtenu une ANR pour passer de cette cellule qu'on avait jusqu'à présent, qui était armée contre l'anti-CD3, qui était redirigée vers le greffon, et vers une cellule qui, en plus de ça, est équipée d'interleukine 2 mutéine. Donc c'est le projet Armstrong pour Armor and Strong Tregs. Et on espère que ça sera vraiment quelque chose de disruptif et très compétitif sur le marché pour pouvoir après aller vers un développement industriel. Là, pour le moment, on est encore à l'étape préclinique de validation. Dernière chose, le développement clinique, c'est compliqué de faire des Tregs parce qu'en fait, même si aujourd'hui tout s'automatise, le monde du CAR-T, quand on va visiter, comme j'ai eu la chance de le faire, l'usine Miltenyi en Allemagne, vous voyez quelque chose une salle remplie de machines où tout est automatisé, vous mettez le sang d'un côté, il y a les billes magnétiques dans le sac, c'est activé dans un sac, tout est en circuit clos. Et ça finit par un tri à la fin. La seule chose, c'est que les Tregs, en fait, pour les isoler, c'est une stratégie qui est très compliquée et on ne peut pas faire ça dans une machine avec des billes magnétiques. Et donc, c'est des stratégies un petit peu plus compliquées qui nécessitent soit de mettre un trieur cellulaire dans une hotte, soit d'utiliser des petits tris avec des valves en circuit clos. Donc, ça représente une difficulté supplémentaire, il faut le savoir, mais c'est ce qui en fait aussi un défi intéressant. Et c'est pour ça aussi que nous, on veut privilégier avec notre stratégie anti-CD3 IL2 une expansion in vivo plutôt qu'une expansion in vitro qui coûte très cher et qui est un défi technique supplémentaire avec ces cellules. Pour terminer, du coup, je voulais juste conclure que les CAR-T et les bispécifiques, pour être général, vont très probablement permettre de complètement rebattre les cartes dans la problématique de l'immunisation anti-HLA. Et j'espère qu'on va tous pousser très fort dans cette direction pour donner l'accès à des patients qui, pour le moment, n'ont pas d'autre avenir qu'une vie en dialyse, parce qu'ils sont très immunisés ou qui n'ont pas accès à un greffon haploïdentique. Stéphanie pourra nous en dire un mot dans la discussion. Et puis que l'ingénierie CAR-Treg, c'est vraiment une promesse pour essayer à terme de s'affranchir de l'immunosuppression au long cours avec son lot de cancers et d'infections. Je vous remercie, je crois que c'était ma dernière diapo. Et donc, on passe à la dernière présentation. Le Dr Chabi Sohaili, qui est directrice de recherche à Mera GTC Cell Therapies, anciennement Smart Immune. Merci. Donc, je disais que mon travail est beaucoup simplifié par l'intervention de nos chers collègues. Ils ont fait quand même pas mal d'introductions. Donc, moi, je suis plutôt de monde au départ académique, mais depuis à peu près 5-6 ans, plutôt de côté biotech. Donc, je pense que ça serait intéressant par la suite qu'on évoque un petit peu ce sujet-là. Donc, on a parlé des CAR macrophages, des CAR NK, des CAR Treg, mais moi, je reviens à la source, des CAR T quand même, parce que c'est de là que toute l'histoire a été commencée. Je passe rapidement à l'introduction parce que je pense que maintenant vous connaissez très bien qu'est-ce que c'est un CAR, un antigène chimérique, qu'on introduit artificiellement à l'intérieur de cellules, en l'occurrence ici, dans les lymphocytes T, qui sont naturellement responsables de défendre l'organisme contre les infections et aussi contre le cancer, sauf que le cancer peut agir contre les lymphocytes normaux et qui peut les empêcher, les modifier, agir. Donc, en ajoutant un CAR, on va redonner cette capacité de repérage des cellules cancéreuses et donc de leur destruction. Donc, les CAR T-cells aujourd'hui conventionnels sont plutôt des traitements autologues et qui sont conçus sur mesure pour chaque patient. La procédure est longue, on a entendu parler, il est très coûteux, donc il faut qu'on prélève les lymphocytes T auprès de ces patients, qu'on envoie dans les laboratoires qui sont accrédités pour produire le médicament. À l'aide des vecteurs viraux, on intègre le gène exprimant le CAR. Ensuite, il faudra donner quand même des phases d'expansion parce qu'on a besoin des millions et des millions de ces cellules avant les réinjecter chez les patients. Et entre-temps, la maladie évolue, évidemment. Et donc, le patient peut avoir besoin d'autres thérapies en attendant.
Les CAR-T-cell thérapies, ils peuvent être administrés ou peuvent être utilisés indépendants ou en combinaison avec d'autres traitements, comme par exemple la greffe de moelle osseuse, la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Comme ils sont autologues, en tout cas dans les CAR-T actuels, ils n'ont pas de problème de réaction de greffon contre l'hôte, on peut dire. Alors, à ce jour, il y a 7 CAR-T-cells qui ont été approuvés, qui sont titulaires de l'autorisation mise sur le marché par FDA et 6 par l'EMA et en France. Ils ciblent notamment les antigènes CD19 et suivis par l'antigène BCMA, qui était la deuxième CAR qui est allée sur le marché. Ils couvrent des pathologies plutôt de lymphocyte B, toutes les hémopathies de lymphocyte B. On peut nommer par exemple leucémie lymphoblastique aiguë, différents sous-types de lymphome B et aussi les myélomes multiples, qui sont quand même des maladies complexes. Mais alors, ce n'est pas tout, parce qu'il y a une vaste domaine maintenant de recherche, que ce soit préclinique et clinique, dans le monde des CAR-T. Il y a beaucoup de CAR qui sont développés. J'ai essayé de vous présenter... Pardon, ça, ce n'était pas le bon. J'ai essayé de vous présenter quelques-uns. Ce n'est pas tout, donc on a beaucoup de cibles. Il faut quand même garder en tête, chaque CAR-T cible un antigène, donc un cancer en particulier, ou même un sous-type de cancer particulier. Il y a beaucoup de CAR-T aussi aujourd'hui en essai clinique ou préclinique pour les tumeurs solides. Alors par contre, c'est vrai que les avancées... Alors, ici, je pense que je vous ai juste mis les CAR-T qui ont reçu l'autorisation de EMA. Il y en a 2 en 2018. Il y en a... visiblement, les boutons, c'est pas trop... Il y en a d'autres, il y en a un en 2020, d'autres en 2021, et puis les 2 dernières en 2022 qui sont maintenant autorisées en Europe pour être utilisées comme une thérapie conventionnelle. Et à ce jour, pas à ce jour, en 2024, en tout cas, il y a 42 500 patients qui ont reçu cette thérapie, que ce soit par les traitements autorisés ou dans les différents essais cliniques. Alors, c'est une thérapie qui a quand même révolutionné surtout le monde de l'hématopathie maligne. Ce tableau illustre pour vous quelques données d'efficacité. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive. J'ai essayé de prendre un résumé des revues récentes sur quelques essais cliniques. Par exemple, on peut voir dans le cas de lymphome B agressif, on a 67% des patients qui répondent au traitement. C'est quand même un résumé de 27 essais cliniques, donc c'est quand même assez important. On a la moitié de ces patients qui montrent quand même une rémission complète et les taux de survie d'1 an qui sont très intéressants. Dans le cas de lymphome aux cellules mentaux, les taux de réussite sont encore plus importants, spectaculaires. Plus de 90% des patients répondent. On a un taux de survie d'1 an qui sont quand même observés chez la plupart des patients, plus de 80% si je vois bien d'ici. Dans le cas de lymphome, de leucémie lymphoblastique aiguë, un résumé des essais pédiatriques et adultes montre aussi des résultats spectaculaires, entre 70% et 90% avec une réponse complète. C'est quand même très intéressant pour ceux qui sont du domaine. Et puis, j'ai mis ici 2 essais cliniques de myélome multiple, qui est une pathologie un petit peu plus complexe à traiter. Donc, vous pouvez quand même voir dans les 2 essais que le taux de réponse est très variable. Évidemment, ça dépend du produit qui est administré. Ça dépend des patients, d'un patient à l'autre. Ce n'est pas la même réponse qu'on peut obtenir, et aussi ça dépend de toutes les thérapies que le patient a reçues durant sa maladie. Mais ce qu'on peut ensemble admettre aujourd'hui, c'est que c'est quand même révolutionnaire, cette stratégie thérapeutique. Mais alors, si je suis là, c'est qu'il n'y a pas que de réussite, il y a aussi beaucoup de challenges encore dans ce domaine. Entre 30 et 60% des patients, selon encore une fois des CAR utilisés, et notamment, moi j'ai pris ici les chiffres concernant le CAR-T CD19, contre anti-CD19, ils rechutent après injection de produits. Il n'y a pas que la rechute, on a quand même d'autres complications qui peuvent conduire à la mortalité. On a des infections qui peuvent arriver à un grand pourcentage. Et sans oublier les toxicités liées au CAR-T, puisque c'est des cellules cytotoxiques.
ils sont activés ex pando, ex vivo. Ils peuvent sécréter des molécules cytotoxiques, des cytokines, des molécules inflammatoires. Donc, on peut imaginer qu'ils peuvent induire des dommages aussi dans d'autres tissus que le tissu cancéreux. Les raisons à cela sont nombreuses. Il y en a qui ont été très bien mentionnés ce matin. On peut par exemple parler de l'échappement antigénique. Le tumeur peut déréguler ou réduire l'intensité d'antigène à la surface, ce qui fait que les cellules cancéreuses peuvent parfaitement échapper de thérapie. On peut dire que c'est une pathologie assez intelligente. Dans le cas des tumeurs solides, on en a aussi discuté. Dans le cas de cas macrophages, c'est extrêmement complexe parce que cet environnement tumoral est hostile au fonctionnement des lymphocytes. Il les empêche. C'est aussi une autre stratégie à combattre. Parfois, on a des tumeurs qui sont très agressifs, qui évoluent très rapidement et le temps d'action, c'est quand même assez lent contre ces thérapies-là. Ici, je veux bien quand même mentionner les problématiques qui sont liées à la nature autologue des thérapies actuelles. Donc, on a très bien vu, la procédure de fabrication de ces traitements sont lents. Donc, ça prend parfois entre 6 à 8 semaines de la récupération des lymphocytes chez le patient jusqu'à l'infusion. Donc, si la maladie est quand même dans un stade avancé, on peut imaginer que parfois on arrive très tard. La quantité de lymphocytes qu'on peut récupérer chez les patients parfois n'est pas suffisante, qui ne permet pas des productions, on va dire, réussites, parce que ces patients ont reçu pas mal de thérapies, chimiothérapie, immunodéplétion avant. Et la qualité aussi des lymphocytes ne sont pas comme un lymphocyte normal. Donc tout ça, c'est des échecs, sans oublier le coût très élevé. On a parlé des chiffres de production, donc certes très prometteuse, mais on n'y est pas encore. Dans ce contexte, l'utilisation des cartes allogéniques, c'est quand même une approche prometteuse. Allogénique, ça veut dire que la source sera des donneurs sains. Ce n'est pas des patients, donc on n'a pas de problème de quantité, on n'aura pas de problème de qualité pour les cellules de donneurs. On peut les produire, on va dire, en grande quantité. On peut les cryopréserver, ça c'est important, donc, et qui peut être prête à la demande pour les patients. Il faut juste faire attention à la compatibilité d'HLA entre le donneur et le receveur. Et nous avons entendu parler ce matin, la session sur IPS, on en a aussi parlé tout à l'heure, approche très récente et aussi très prometteur. C'est une nouvelle source de cellules allogéniques, les cellules pluripotentes STEM induites, qui peuvent être clonales, c'est-à-dire générées à partir d'une cellule. On peut intégrer le CAR, on peut les caractériser et les connaître parfaitement bien. Ils ont une capacité proliférative très importante, donc diminution de coûts, caractérisation de produits. C'est encore en essai clinique, mais ils ont quand même fait leurs preuves, il faut le dire, dans le domaine de lymphocytes et de NK, donc en clinique. Donc les bénéfices de thérapie allogénique, je vous ai cité ici, mais encore une fois, je suis aujourd'hui ici pour plutôt parler des challenges. Il y a encore deux obstacles majeurs pour les traitements allogéniques qui est produit par le conflit immunologique entre les cellules donneurs et le patient. Première, c'est la réaction de greffon contre l'hôte. C'est quand même des produits allogéniques. Donc, on a les immunodéplétions, donc il y a beaucoup de choses. On a parlé aussi des rejets. Il y a aussi des rejets de greffons qu'il ne faudra pas oublier. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de stratégies en recherche, notamment par modification génétique des cellules de donneurs pour combattre ces deux obstacles majeurs. Dans le domaine allogénique, par exemple, il y en a quelques-uns que j'essaie de citer pour vous. La plus répandue, c'est qu'on essaye d'éliminer la récepteur de lymphocyte T, qui est le TCR, par les modifications géniques. Dans ce cas, on peut imaginer que le CAR-T, il ne peut pas interagir avec d'autres tissus dans le corps de patient que le cancer. Donc, on va dire, la maladie de greffon contre l'autre est vachement diminuée. Alors, il a fait quand même aussi ses preuves, cette stratégie. Il y a tout un panoplie de gènes qui, aujourd'hui, ils ont été cibles de modifications génétiques qui permettraient aussi d'échappement d'écarter du système immunitaire de patients. Donc, malheureusement, le temps n'est pas suffisant d'aller dans tous ces domaines. Ils sont tous impressionnants et intéressants, mais il faut encore beaucoup de preuves pour y arriver. Alors, je pense que dans ce contexte, c'est quand même intéressant. Il y a une piste émergente, on va dire nouvelle, assez nouvelle. Au-delà des CAR-T autologues, au-delà des CAR-T allogéniques, c'est CAR-T-cell thérapie in vivo, qui consiste à reprogrammer les cellules de patient à l'intérieur de son organisme. Donc, on viendra avec des vecteurs,
On peut parler des vecteurs viraux, mais on a aussi d'autres vecteurs non viraux. On peut parler de l'ARN messager et on peut apporter le gène, la protéine CAR, à l'intérieur du patient, du corps du patient même. Donc, c'est quand même assez intéressant, mais attention, cette approche est encore très nouvelle et il soulève des questions, notamment de comment on va pouvoir, avec précision, contrôler la reprogrammation et modification des cellules de patient à l'intérieur de son organisme. Est-ce que le gène thérapeutique va cibler uniquement les lymphocytes? Est-ce qu'il ne va pas aller ailleurs, infecter d'autres cellules? Et en plus, toute l'efficacité, toxicité reste encore à prouver, mais on en voit plus en plus des présentations dans les congrès qui nous montrent cette stratégie. Alors, et nous, dans tout ça, je vais un petit peu expliquer plus aussi l'historique de notre compagnie, de notre biotech sur cette slide. Au-delà d'utilisation des lymphocytes matures pour produire les CAR-T, on peut agir en amont. On peut produire les CAR-T à partir des cellules progénitrices de lymphocytes. Ces cellules sont naturellement produites dans la moelle osseuse, ils circulent dans le sang et à un moment donné, ils vont pénétrer dans l'organe qui est le thymus, qui est l'organe qui fabrique pour notre corps les lymphocytes fonctionnels et matures. Alors, l'idée était d'essayer de générer ces progéniteurs T, puisqu'ils existent naturellement, mais en très peu de quantité, qu'on génère ces progéniteurs de lymphocytes ex vivo dans le laboratoire à grande quantité et qu'on puisse les manipuler avec ou sans, enfin on peut faire les deux, de gènes CAR, puis réadministrer chez les patients. Alors l'avantage c'est quoi? C'est que ce produit, il est immature, donc il ne peut pas faire une activité anticancéreuse, quoi que ce soit, mais il va pénétrer dans le thymus de patient. Le thymus va la tolériser, si je peux dire, c'est comme ça. Donc on peut produire des cellules allogéniques qui sont adaptées, ils vont s'adapter au corps de patient à l'intérieur de cet organe. Et en sortant, on a une masse de lymphocytes T nouvelles, naïves entre guillemets, prête à l'emploi, prête à attaquer l'antigène. Donc le concept est quand même assez intéressant. Donc aujourd'hui, nous avons une plateforme qui permet de produire en grande quantité, surtout dans les conditions GMP, ces progéniteurs de lymphocytes T. Donc, c'est une technologie qui a été développée à l'Institut Imagine au départ et que les chercheurs de l'Institut Imagine ont fondé la société Smart Immune qui a été, après 5 ans, rachetée par la société Mera Cell Therapeutics. Je ne sais pas combien de temps j'ai parce que je vois... Très bien. Donc, malheureusement, je ne peux pas aller peut-être dans les résultats, mais j'ai envie de dire c'est peut-être pas ça qui est intéressant. Vous devrez peut-être me croire alors dans ce cas-là pour tout ce que je vais vous montrer. Mais je vais quand même vous montrer néanmoins un slide. Chez Smart Immune, notre mission était, avant d'aller vers le CAR, d'abord prouver que la plateforme cellulaire est efficace, qu'on pouvait produire des lymphocytes. Ici, je vous présente juste un exemple d'expérience qui a été réalisée dans les animaux immunocompétents. Après conditionnement, ces animaux reçoivent une greffe de moelle pour reconstituer leur système immunitaire, qui est d'ailleurs très lente, la reconstitution, à partir de la moelle. Et puis, dans certains groupes, on injecte des progéniteurs T allogéniques, les fameux, qu'on peut développer aussi chez la souris d'ailleurs. Et on injecte le tumeur dans ces animaux et on va monitorer la croissance tumorale. Je pense que vous pouvez ici juste voir le taux de survie des animaux qui ont reçu le produit allogénique de progéniteur T, contrairement aux animaux qui ne l'ont pas. On a aussi la réponse antitumorale des animaux en première colonne, les animaux qui ne reçoivent pas les progéniteurs et les autres qui reçoivent les progéniteurs T. Juste pour vous dire que le concept n'est pas loin de la réalité. C'est des produits allogéniques, nous n'avons pas de manifestation GVH, nous avons une fonctionnalité très précoce par rapport aux cellules qui proviennent de la moelle, donc déjà sans CAR, il n'y a pas encore le CAR dedans. Donc vous n'avez pas vu les résultats précédents, mais nous avons réellement montré dans les expériences qu'on n'induit pas la maladie de Greffon contre l'hôte, qu'on produit un compartiment T polyclonal, c'est important, parce que non seulement si on met un CAR en futur dedans, il est capable d'agir contre le tumeur, mais avec son TCR, qui est d'ailleurs divers, pour agir contre d'autres antigènes et pourquoi pas contre les maladies viraux. Donc je pense que je dois conclure. Alors,
Aujourd'hui, notre ambition va au-delà. Avant, c'était thérapie cellulaire. Aujourd'hui, parce qu'on parle de CAR, on va aller au-delà de thérapie cellulaire. On veut développer cette plateforme avec, au départ, des cellules IPS qu'on a entendu parler en grande quantité. On a développé aussi un algorithme pour faire matcher le HLA. Donc, on a les HLA les plus fréquentes dans la population caucasienne. Donc, un produit prêt à l'emploi, on peut le modifier génétiquement pour exprimer le CAR, mais attention, dans notre cas, le CAR, la molécule CAR doit être régulée. On ne peut pas exprimer le CAR pendant la phase de différenciation de cellules dans le thymus, c'est notre challenge. Et ce qui aussi justifie l'acquisition de la biotech Smart Immune par Mera Cell Therapies, qui est une boîte américaine qui développe les solutions de régulation d'expression génique, notamment pour CAR. C'est encore très tôt que je vous présente les résultats. Donc, les essais précliniques sont en cours. Donc, le produit peut être allogénique disponible à partir d'IPS, on espère un jour. Ils sont éduqués, le produit après injection sera éduqué dans le thymus de patient, donc on n'a pas le problème de GVH. Il est TCR suffisante, il a son TCR, on ne lui a pas enlevé contrairement à d'autres stratégies. Il est polyclonal, donc il peut aussi répondre à d'autres stimulations antigéniques. Les lymphocytes sortants sont naïfs, sont fraîches, ils n'ont pas passé toute la procédure longue et coûteuse ex vivo de production, pas d'activation, donc moins de cytotoxicité, moins de toxicité en tout cas envers d'autres organes dans le corps de patient. Et une production qui est beaucoup plus rapide. Donc, le dernier slide était juste pour vous résumer tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Le domaine de CAR est très vaste. J'ai essayé juste de résumer en quelques slides pour vous. Merci de votre attention. Merci. Donc, la session est ouverte aux questions. Donc, vous avez une personne qui a un micro pour la salle. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Et je voulais commencer par, on a parlé déjà de l'in vivo plusieurs reprises, mais est-ce que, par exemple, pour les CAR macrophages, le in vivo, c'est quelque chose qui est imaginable ou là, on conjugue les difficultés? C'est évidemment un des gros challenges des CAR macrophages. C'est des cellules, on a beaucoup parlé de l'expansion des cellules, il faut qu'elles s'expandent, et les macrophages, c'est des cellules qui sont différenciées. Donc, elles vont avoir des soucis d'expansion, mais néanmoins, il y a quand même des essais cliniques en partant de monocytes qui parviennent un peu à peut-être contourner ce souci. Et évidemment, les LNP qui ont été mentionnés, donc cette expression du CAR in vivo, directement in vivo, sera beaucoup plus prometteuse pour les CAR macrophages. Néanmoins, la phase 1 clinique qui a été lancée, qui a été terminée, a montré très peu de toxicité et quelques patients ont très bien répondu, donc c'est quand même encourageant. D'accord. J'avais une autre question, cette fois-ci plus pour le rein. Est-ce que finalement ces approches de tolérance augmentée via les CAR-T ou d'autres applications, j'ai vu les anticorps bispécifiques, pourraient permettre d'accélérer finalement la xénogreffe? C'est-à-dire cette approche qui vise à aller chercher des reins chez l'animal génétiquement modifié pour qu'il soit un peu plus humanisé, donc je pense au porc bien sûr, et qui permettrait de répondre à la pénurie de greffons qu'on connaît. Est-ce que finalement ces deux domaines émergents pourraient se rencontrer? Alors oui et oui pour les deux, puisque sur l'aspect des premières expériences cliniques en xénogreffe, ce qui est apparu, c'est qu'il y avait toujours cette barrière, même si les porcs ont été génétiquement modifiés, il reste une barrière liée aux anticorps qui est majeure. Il y a encore les signatures histologiques et appréciées aussi par l'étude des gènes révèle d'abord un rejet de mécanisme humoral, c'est-à-dire médié par les anticorps, et donc l'accès à ces traitements désensibilisants pour réduire les anticorps permettrait vraiment de surmonter cette première barrière. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un collègue suisse, Yannick Müller, qui est à Lausanne, qui a récemment écrit un article, effectivement, pour parler du repositionnement de CAR-Treg pour rediriger vers des xéno-antigènes, donc pour la xénogreffe. Merci. Moi, j'avais une petite question pour Stéphanie. Au final, a-t-on besoin d'une lymphodéplétion avant la réinjection des CAR-NK? Parce que selon les données de la littérature, ça peut varier. Certains en font, certains en font pas. Toi, ton expérience d'hématologue, ça serait quoi? Moi, j'ai l'impression que dans la majorité des thérapies cellulaires, comme il y a une lymphodéplétion pour expander les cellules. Donc, en tout cas, dans tous les essais que j'ai montrés, il y a toujours une lymphodéplétion. Par contre, ils ne la font qu'une seule fois. Quand ils ont plusieurs injections,
Ils font toutes les semaines ou tous les 4 jours, ils ont juste une lymphodéplétion. Par contre, le 2 cycles d'après, ils refont une lymphodéplétion. C'est ça qui est un peu compliqué aussi, c'est de refaire à chaque fois de la chimiothérapie. C'est pas si simple. Merci beaucoup, félicitations. J'ai une question pour le côté coût, en fait. Comment ça va être réglé? C'est-à-dire que, par exemple, pendant le Covid, il n'y avait pas assez de respirateurs, donc on a dû, en France, c'était un scandale, mais on a décidé que les gens qui avaient les comorbidités, etc., ne pouvaient pas être... Enfin, il y avait une priorité. Pour le FIV, par exemple, si on a dépassé tel âge, on ne peut plus le faire. Ce que je sais, c'est que le Sécu est déjà presque fauché, j'ai l'impression. Et ça, ces cellules, les divers, et ça continue à s'amplifier, ça peut s'appliquer presque partout. Et donc, quand est-ce que les coûts vont descendre? Je sais qu'à Lille, il y a un projet, j'ai compris que pour les faire soi-même dans un labo, ça coûte 30 000 € avec le système Miltenyi par rapport à 340 000. Mais comment est-ce qu'on va faire pour mettre un cap sur ça? C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire, il y a un peu de rechute. Enfin, comment on va faire pour ça? Parce que sinon, c'est pas que la France, mais dans tous les pays, on n'a plus d'argent pour payer tout ça, quoi. Je sais pas. Alors, vous avez parfaitement raison, c'est un vrai sujet. En l'occurrence, il y a 2 aspects. La première chose, c'est que les Espagnols, par exemple, ont déjà réussi à faire des cars académiques pour moins de 80 000 €. Donc, c'est une baisse substantielle. Et il y a encore une marge de progression. Il y a une jeune biotech qui a été créée par un jeune ingénieur, Jérémy Laurent, qui s'appelle Astraveus, qui, lui, a un système ultra compact, miniaturisé, qui propose à terme de faire des cars T pour 50 000 €. Et donc là, déjà, qu'on se projette, par exemple, si on se projette avec une année d'hémodialyse en centre lourd qui coûte 80 000 €, justifier ce type d'investissement au regard d'une année de dialyse, tout peut à ce moment-là se discuter. Et puis, il ne faut pas insulter l'avenir, parce que concrètement, l'écart in vivo, in situ, ça va être, pour les maladies auto-immunes et la transplantation, peut-être plus encore que pour l'oncologie, ça va être aussi une réduction de coûts majeure. Le premier séquençage du génome humain a coûté $1 milliard, maintenant ça coûte 1 000 €. Donc en fait, il faut vraiment aussi voir que les progrès techniques peuvent changer et changer la donne. Je vais ajouter 2 autres points parce que c'est vrai qu'on est toujours challengé aussi sur le coût de production. Ce qui coûte aussi très cher dans la production, c'est les matières entrantes. Donc, que ce soit les cellules de départ ou les vecteurs. Aujourd'hui, on utilise des vecteurs lentiviraux pour introduire le gène CAR. Il y a beaucoup de technologies et d'ailleurs, on est en train de les tester. Au lieu d'utiliser les vecteurs lentis, on utilise l'ADN simple brun. Donc, ça diminue le coût de production de cette matière première qui est très important. Donc, déjà, par là, on a des petits réglages. Et les projets à partir de iPS, c'est pareil. C'est vrai qu'au départ, un iPS, ça nécessite quand même beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, c'est coûteux. Mais comme il a une capacité de production de cellules à très grande quantité, on peut dire que le coût de production par batch, à la fin, sera réduit. Encore, il faut qu'on fasse les preuves nécessaires dans ce domaine, mais ça va venir. Et si je peux compléter, il y a aussi des problèmes de régulation et d'interprétation des textes réglementaires au niveau européen. Je sais que la production de CAR-T en routine dans un établissement hospitalier en France peut poser des problèmes parce que ça pourrait sortir de l'exemption hospitalière. Enfin, il y a vraiment des problématiques aussi réglementaires. Mais c'est une vraie problématique de fond, on est d'accord. Hein. Je voulais reposer une question, peut-être à la fois pour les macrophages et les NK, sur l'expansion finalement, parce qu'on sait qu'un des succès des CAR-T, ça a été la capacité d'expansion très importante in vivo des cellules qu'on injecte. Donc on injecte un certain nombre de cellules, mais ensuite elles vont s'expandre fois 100, fois 1000. Et qu'est-ce qu'il en est des macrophages qui a priori ne se divisent pas, et même des NK Donc oui, ça marche? Oui, pardon. Non seulement les CAR-T, mais en plus, ils vont s'expandre suite à la reconnaissance de l'antigène, donc ça va créer une spécificité de leur expansion presque, même s'ils vont se remettre à circuler. Mais... Donc les CAR macro, on est vraiment... Enfin, les premières publications de CAR macro, c'est 2020, Klichinski aux États-Unis, donc c'est vraiment très, 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 très nouveau, on a très peu de regards. Il y a beaucoup de gens qui passent par les iPSCs pour justement essayer de contourner cette problématique où les cellules ne proliféreront pas. Et encore une fois, le targeting in vivo par les LNP, à mon sens, sera très, très adapté dans ce contexte, notamment parce que les tumeurs solides sont très, très infiltrées la plupart du temps par les macrophages.
macrophages, c'est des cellules qui sont dans tous les tissus. Donc voilà, si on peut targeter le CAR directement in vivo, ça répondra probablement à cette problématique. Et aussi peut-être rappeler que c'est pas parce qu'on a encore cette problématique in vivo d'expansion que les étudier dans leur mécanisme d'action et par des moyens peut-être suboptimales encore aujourd'hui permettront aussi d'ouvrir quand même plein d'informations qui, une fois que les deux technologies seront disponibles en parallèle, pourront être mergées et en fait répondre aux différentes problématiques. Donc j'ai beaucoup d'espoir, moi. Pour les cellules NK, c'est vrai que c'est un problème. C'est peut-être une des raisons pour laquelle c'est aussi peu développé finalement, parce que ça a l'air tellement attractif in vitro et tout. Je pense qu'il y a vraiment un problème de persistance. Alors peut-être que l'IL-15 effectivement permet de les maintenir un peu plus longtemps. En tout cas, dans les papiers de Rezvani, il est trouvé jusqu'à 1 an. Bon, et comme explication, elle dit que c'est peut-être l'IL-15 qui a permis de maintenir. Maintenant, voilà, c'est vraiment à montrer dans des essais plus important, je pense. Et s'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, pour toutes les deux, l'effecteur, c'est vraiment le macrophage, c'est vraiment le NK, ou est-ce que c'est, enfin, en particulier pour le macrophage, c'est le lymphocyte, finalement l'effecteur final, et pour le NK, c'est pas tout à fait clair. Enfin, Donc, dans le cas des macrophages, c'est vrai que les premières publics qui sortent suggèrent qu'ils sont plutôt là pour remodeler le micro-environnement et permettre une réponse adaptative, particulièrement pour les lymphocytes et les NK aussi. Et qu'ils sont vraiment plutôt là pour, comme un interrupteur qui changerait et qui dirait « allez, on, maintenant tout le monde arrive ». Mais bon, ils sont quand même générés pour faire de la phagocytose et ingérer la cellule tumorale. C'est vrai que ce n'est pas très clair si les gens de la communauté pensent que c'est la phagocytose qui est dominante ou en fait ce reprogramming, parce qu'on met un peu tout en même temps quand on explique. Moi, je suis plutôt convaincue sur cette repolarisation du micro-environnement et pas tant sur la phagocytose, même si au début, évidemment, grignoter des petites cellules tumorales, ça va induire l'inflammation et probablement booster le système immunitaire. Et de la présentation ? Donc ça, c'est très pareil. C'est quelque chose qui est très mentionné dans les macrophages sont capables de présentation antigénique. Voilà. Donc là, je ne l'ai pas montré, mais nous, on a fait des expériences où on a bloqué la présentation antigénique des macrophages aux lymphocytes et en fait, ça ne change rien. Donc je ne suis, en tout cas dans mon setup bien particulier de modèle murin avec des BMDM, c'est vraiment pas un mécanisme d'action majoritaire. Pour les NK, j'ai quand même l'impression que c'est la partie effectrice cytotoxique. En tout cas, quand ils font leurs tests in vitro, c'est toujours avec des lignées tumorales, etc. Il n'y a pas de lymphocytes dans l'histoire. Bah, on n'en parle pas trop, en tout cas. Okay. J'avais encore une question. C'est pour... alors, donc, c'est pour Julien. La question, c'était pour les greffes. Je reviens sur les greffes d'organes humains. Vous avez parlé tout à l'heure de cibler le A2. Est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'on ne va pas passer en revue non plus tous les mismatchs HLA, après on va être sur des sous-populations de plus en plus petites, est-ce qu'on peut imaginer des cibles pour orienter ces lymphocytes Treg et qui vont arrêter le rejet, des cibles qui soient un peu plus ubiquitaires, je ne sais pas. Mais il faut être spécifique, donc c'est difficile. Oui, non, c'est une bonne question. Ce qu'on avait évalué, alors d'abord il y a des gens qui développent des CAR tissus spécifiques pour aller par exemple dans l'articulation de la polyarthrite rhumatoïde. Donc ça, il y a un développement plus dans l'auto-immunité qu'en allo-immunité. En allo-immunité, c'est vrai que l'unicité de ces antigènes HLA permet vraiment d'avoir ciblé le greffon. Ce qu'on avait quand même évalué, c'est qu'avec 5 CAR, contre 5 HLA, on couvrait 95% des situations de greffe. Et donc après, on pourrait imaginer un système de CAR universel qui permet, où il faut effectivement juste changer l'anticorps qui fait le lien entre le CAR-T et la cible. Une question pour Julien, je vais déjà poser plein de fois la question, je la repose. Donc nous, en greffe, c'est plutôt le problème de la GVH. Donc est-ce que tous les ans, malheureusement, on perd des patients de GVH, surtout aigus? Est-ce qu'on aurait l'accès en compassionnel à des CAR-Treg quand vraiment on est en bout de course d'un patient qui fait une GVH gravissime? J'ai vu qu'il y avait un essai clinique qui a été communiqué à l'ASH où ils ont des CAR-Treg anti-CD6.
Donc, il doit être implanté, je n'ai même pas regardé, mais je pense que c'est exprimé par les lymphocytes T, et donc pour aller inhiber les T en intra... Parce que l'avantage des Treg par rapport à des anticorps monoclonaux, par exemple, c'est que ça va être dans les tissus. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, s'ils ont des cartes Treg anti-CD6 pour aller éteindre une réponse inflammatoire qui est hors contrôle. En tout cas, c'est en essai clinique. Bonjour, merci beaucoup pour ces éclairages. Pour une béotienne, ça reste quand même assez complexe. Donc j'ai une question beaucoup plus triviale. Hélène Logereau, agence de biomédecine. Il me semble que dans vos recherches, un de vos substrats de base, c'est le sang de cordon. Et donc j'ai 2 questions. Est-ce que vous disposez de suffisamment de sang de cordon? Et est-ce qu'il pourrait y avoir un conflit entre le sang de cordon destiné à vos recherches et le sang de cordon thérapeutique, puisqu'on fabrique aussi des unités de sang placentaire pour des indications en hémato? Je pense qu'on peut tous répondre, en fait, ceux qui utilisent. Ce n'est pas simple, je vous l'avouerai. En tout cas, en ce qui concerne la recherche, la partie vraiment les preuves de concept, pour cela, il n'y a pas énormément de problèmes parce qu'on a des conventions avec, par exemple, la Banque de Saint-Louis. On peut les obtenir, mais on sait très bien que la quantité est très peu. Donc, ça nous suffira pour faire les preuves de concept. Mais au-delà, nous, au sein de Biotech, on a quand même des équipes de production qui travaillent plutôt pour la partie, on va dire, process de développement. Et ça, on a besoin d'une quantité plus importante de cellules. Et ça, on galère. On galère parce que, justement, les unités qui sont dédiées aux thérapies, justement, on était récemment en contact. Ce n'est pas simple à avoir. Même il y a des unités où on a su visiblement qu'ils n'ont pas des spécifications thérapeutiques et qui sont congelées pour d'autres buts, mais visiblement, ce n'est pas simple à les céder. Donc, nous, on a besoin de grandes quantités et beaucoup de difficultés. Récemment, on a essayé de travailler avec des cellules mobilisées de sang périphérique, mais ce n'est pas du tout la même qualité. Donc, s'il y a des solutions qui peuvent se développer, on sera ravis. Alors, j'aimerais juste ajouter un mot parce que c'est un vrai sujet. Je suis ravi que vous ayez posé cette question parce que ça ne m'en serait pas venu à l'esprit. Mais c'est un sujet sur lequel j'espère on sera capable d'évoluer. Je ne sais pas combien il y a d'accouchements en France, mais savoir que c'est un goulot d'étranglement, l'accès au sang de cordon, c'est vraiment un crève-cœur parce que c'est extrêmement précieux. Je n'en ai pas parlé, mais les Treg du sang de cordon sont extrêmement précieux par leur stabilité, par leur identité qui reste figée. Ils ont un ancrage qui, pour nous, serait un matériel de travail fabuleux. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Pour répondre à votre première question, il n'y a pas de compétition parce que le cordon qui est proposé au labo de recherche sont ceux qui ont été discards après le processus clinique. Donc, en fait, et après, c'est une compétition entre les labos qui est dramatique, par contre. Parce que là, tout le monde les veut et c'est la foire d'empoigne pour en avoir assez et personne n'en a assez. Non, mais j'imagine bien parce que on avait des objectifs de prélèvement de sang de cordon. Hein. John le sait bien. On a travaillé ensemble à créer un financement justement du prélèvement de sang de cordon, puisqu'au départ c'était un financement par le plan cancer et puis finalement il a fallu un petit peu sécuriser tout ça. Et on avait des objectifs en prélèvement qui diminuent d'année en année. En 2024, il y a une petite augmentation des prélèvements, mais c'est vrai que nous, on essaye par d'autres moyens incitatifs, par exemple, pour que les maternités soient mieux financées, de dire il faut que vous ayez prélevé au moins 5% des accouchements. Ça paraît pas beaucoup, mais toutes n'y parviennent pas. Et les maternités qui s'impliquent dans ce prélèvement de sang de cordon diminuent. Voilà, donc là, peut-être qu'on va en recruter une nouvelle du côté de la Nouvelle-Aquitaine, mais enfin, il y en a beaucoup qui ont fermé. Hein. Alors juste une remarque sur l'allogreffe à partir de sang de cordon. C'est vrai que c'est quand même une source qui est beaucoup moins utilisée maintenant qu'on développe les donneurs alternatifs demi-identiques, familiaux, mismatch dans les registres, etc. Enfin, c'est 5% quoi, des allogreffes. C'est vrai que c'est pas... Peut-être moins. C'est quand même plus utilisé en pédiatrie. Et puis on a vu au moment de la crise Covid où on avait du mal à mobiliser certaines sources
de donneurs, notamment internationaux, que des USP congelés sont venus pour aider. Bon. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce serait peut-être justement l'idée de qu'on puisse l'utiliser pour ensuite une autre voie thérapeutique que l'allogreffe simple de sang de cordon. C'est peut-être une voie pour dire qu'il faut continuer à prélever et à congeler. C'est ça que je voulais. En tout cas, moi, j'ai pris le point pour les questions incitatives. Et je voulais juste compléter sur le fait qu'il y a 800 000, peut-être un tout petit peu moins maintenant, parce qu'il y a une baisse de la natalité, mais environ 800 000 naissances par an en France. Mais par contre, il faut mettre en place les réseaux de collecte qui sont très difficiles à mettre en place, à inciter, à maintenir. C'est ça la difficulté. Moi, j'avais un commentaire, ou peut-être même avec Julien, je pense que ça vaut le coup. On a parlé de ces technologies innovantes avec le CAR, mais il y en a d'autres, bien sûr. Il y en a beaucoup qui sont développées en France, dans les laboratoires académiques. Et aussi en Europe, mais c'est très dommage qu'on voit que le nombre d'essais cliniques dans le domaine, les pionniers sont évidemment les États-Unis et même avant la Chine, et en Europe, on a très très peu d'essais cliniques. En dehors des essais cliniques, le problème aussi, c'est parce que c'est du vécu, en fait. On a une approche, on a développé une approche en académique. On a monté une start-up, une biotech, pour vraiment pousser la technologie vers les patients, donc le développer. Mais je dois témoigner que c'est extrêmement complexe. Il y a un manque d'investissement. De façon générale, en Europe, il y a beaucoup de biotech avec les projets intéressants. Vous en avez vu, je pense que aussi des derniers jours, qui sont tués au niveau de la paillasse, qui ne peuvent pas aller loin. Alors, on peut débattre pendant des heures et des heures quel est le problème. Ou finalement, s'ils ont un peu de chance comme nous, la technologie est rachetée par des boîtes américaines. Donc, c'est extrêmement dommage qu'une technologie qui est développée en France va ailleurs par manque d'investissement, par manque de moyens. Il y a énormément de compétition, mais la compétition, on en a partout. Donc, je pense qu'en Europe, on a beaucoup de difficultés à pousser vraiment vers les thérapies. Julien, je pense que toi aussi, tu dois avoir le même sentiment. Sûr. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a vraiment une inquiétude. Je fais partie d'un réseau COS qui est en train de se mettre en place, un réseau européen sur les substances d'origine humaine, SORO. Et alors, donc, c'est juste une partie de la réponse à la question, parce qu'après, il y a le parti vraiment essais cliniques eux-mêmes. Et vraiment, ce qui a émergé de la réunion d'inauguration avant-hier, c'est qu'il y a vraiment un besoin au niveau européen d'harmonisation par simplification. Il y a vraiment il faut une réflexion, et il faut faire attention, parce que ça va très très vite. On voit bien, notamment avec la Chine, qui actuellement offre des possibilités visiblement moins chères et plus simples, avec un niveau de qualité qui va crescendo. Parce que si ça avait été au détriment de la qualité, mais visiblement la qualité va vraiment crescendo, et actuellement on voit vraiment beaucoup d'essais cliniques qui se développent en Chine. Donc il y a effectivement une vraie question. Merci de l'avoir souligné. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être on va conclure. On va remercier les orateurs. Merci encore à vous pour ces présentations sur des domaines en pleine évolution et très innovants. Merci.